Bonsoir. Je vous propose de prendre place, on va commencer. Je ne vais pas vous embêter très longtemps, parce que souvent dans les formats comme celui-là, on parle très longtemps, très peu. On ne répond pas beaucoup aux questions. Et pour cette réunion-là, on a choisi de faire un peu l'inverse. Ça veut dire que je parle peu, beaucoup, et je réponds aux questions. Voilà. Et puis, surtout, comme c'est la nouvelle année, les vœux, et puis la galette traditionnelle avec un petit verre pour en signe de convivialité, parce que ça fait partie de tous les moments qu'on veut mener, du projet aussi qu'on porte, et qui est celui de la convivialité, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a perdu ces dernières années, et de ce point de vue-là, on voudrait un peu que Crosne redevienne une ville sympathique, où les gens soient fiers du lien social que créent les associations, que le commerce fait vivre aussi dans la relation de proximité. Et donc, voilà, on aura en fin de réunion un petit verre et une petite galette à partager ensemble. Je note que vous êtes très nombreux, très impressionnant. Je n'ai pas du tout l'habitude de parler en public, sauf quand mon patron me le demande. Et donc, voilà, je commence à faire. Je pense qu'on va commencer, si tout le monde est installé. Je voulais vous remercier de votre présence, parce que c'est vrai que c'est important pour notre équipe de montrer que vous êtes nombreux, que l'on est nombreux. Parce que c'est vrai que quand on se présente au suffrage d'une population, des projets en particulier, on espère toujours que le message qu'on porte il va être entendu et il va être porté collectivement et par une équipe, parce que ça en particulier, un municipal, c'est 29 personnes qui se présentent, sont différentes listes. Voilà. Je reconnais les responsables d'associations, je reconnais des commerçants, je reconnais beaucoup de Crosnois engagés dans la vie locale. Je vous remercie vraiment à tous de votre présence qui m'honore beaucoup. Je voulais aussi remercier, on commence jamais par les remerciements, mais je fais comme ça, l'équipe Crosne avant tout, parce que c'est vrai qu'on est assez nombreux dans l'association, et ils ont un gros mérite, c'est qu'ils me supportent. Et quand je dis qu'ils me supportent, c'est pas forcément en positif, parce que des fois, effectivement, on va de l'avant, et puis pour certains, effectivement, et je le dis parce que j'avais une discussion tout à l'heure avec ma femme sur le fait que c'est difficile de s'engager. En fait, c'est plus facile de ne pas être content. C'est plus facile de dire, ben voilà, on aimerait que les choses changent, mais pour que les choses changent, il faut qu'on s'engage. Et de ce point de vue-là, d'avoir aujourd'hui dans l'équipe Crosne avant tout une cinquantaine de personnes qui s'engagent, qui pour certaines traquent, qui pour certaines distribuent, qui pour certaines conçoivent, participent à la conception du programme, c'est réconfortant pour moi. Et en même temps, c'est aussi que les gens qui ont envie que ça change sont capables aussi de s'engager pour que leur idée, leur projet avance. Je voulais vous adresser à titre personnel mes meilleurs vœux de santé, parce que vous savez, c'est ce qui est le plus important, et je sais que dans l'équipe, il y a un certain nombre de personnes qui ont des envies de santé, et donc voilà, je le dis aussi parce que la santé, c'est un sujet très général aujourd'hui au cœur de l'actualité par rapport à l'hôpital public, etc. Donc voilà, je vais vous souhaiter la meilleure santé qui soit pour toute cette année, parce que c'est, à mon sens, avec l'amour, l'amitié, la famille, les principales valeurs que je porte. Donc, moi, je sais que j'essaie autant faire ce que de créer des temps de convivialité, parce que voilà, on n'est pas en politique, on a tendance à croire que finalement on est désincarné, on est cynique, on est opportuniste, etc. Moi, c'est pas du tout mon projet, je vous le dis tout de suite. C'est pas du tout mon projet. Moi, mon projet, c'est la convivialité, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble à Crosne. Et donc, de ce point de vue-là, je vous souhaite tous ces moments-là, en famille, entre amis, les grandes rigolades, la bonne santé, parce qu'il faut aussi que ces petits soucis qu'on peut avoir à un moment donné ne nous gâchent pas notre vie quotidienne. Et donc, voilà, je voulais vous souhaiter une très bonne année.
On est aussi, et vous l'avez remarqué, en période électorale, et donc de ce point de vue-là, je souhaitais adresser un certain nombre de vœux aux Caulois qui sont liés aux vœux coloformes, à Cron-Aventoux, pour cette ville. Je voulais vous adresser mes vœux pour une ville plus écologique. Et je ne peux m'empêcher de revenir sur le bilan écologique du maire, puisque vous avez vu qu'on a eu l'honneur enfin d'une publication de sa part. J'ai vu de l'extérieur, et on a discuté assez régulièrement entre nous, on a le sentiment que les choses sont magnifiques. Pour autant, avec un peu de recul, et nous on a ce recul-là, on a observé un certain nombre de choses. Tout d'abord, pour ceux qui l'ont remarqué, il s'approprie le parc du Moulin, sachant que depuis 6 ans, ce parc n'a pas évolué, qu'il a été inauguré juste après les élections, qu'il a mis à peu près une dizaine d'années avec les expropriations, les travaux, etc., pour sortir les pour mettre. Et donc finalement, on peut s'étonner, en tout cas c'est ce que j'ai dit plusieurs fois au conseil municipal, on peut s'étonner qu'il s'approprie ce projet, qui est un projet porté par la communauté d'agglomération, alors que, avec l'augmentation d'impôts, vous savez, la suppression de l'abattement à la base, ça a eu son effet que tous les Caulois ont eu leurs impôts qui ont augmenté, et donc dans ce contexte-là, c'est les impôts, donc la part communale, la part départementale, mais aussi la part communautaire, les impôts communautaires. Donc, on a eu des impôts qui sont allés en plus dans les caisses de l'agglo, et en contrepartie, l'agglo n'a pas beaucoup investi, et peu ou pas pendant toute la mandature. C'est un reproche que l'on peut faire, effectivement, c'est de ce point de vue-là, l'agglo n'a pas été assez, on n'a pas assez bien défendu l'intérêt des Caulois au sein de l'agglo, et finalement ce parc du Moulin, qui aurait dû être terminé, aujourd'hui est encore en jachère. Et ça, c'est un peu. Ils sont accueillis de 2 parcs créés. Pour ceux qui connaissent Crône, vous savez que là où est installé le jardin médiéval, c'était déjà un parc. Donc il a fait des aménagements, certes, mais pour autant, on ne peut pas dire que ce parc a été créé. Il existait, il était utilisé par beaucoup de Caulois. Moi j'y allais régulièrement, je ne sais pas si, comment dire, aujourd'hui, il y a plus de monde qui y va. Ce que je note, c'est que le jardin médiéval en tant que tel est un fiasco, puisqu'on avait une association qui devait s'en occuper. L'association l'entretient très peu, voire pas du tout, et que finalement, on a des herbes qui sont plus qu'à hauteur d'homme, dans les carrés soi-disant de plantes rares, qui effectivement fait qu'aujourd'hui, ce projet-là, dans le fonctionnement, a été mal pensé. Sur l'autre parc, on peut aussi en dire des choses, on en a écrit un certain nombre de choses collectivement. Donc c'est le parc qui est sur un emplacement qui appartient à la société Emmaüs. Donc on a effectivement un verger communal sur un terrain qui ne nous appartient pas, avec un bail précaire, et donc finalement d'avoir investi autant d'argent sur une emprise qui ne nous appartient pas, pour nous, on considère que c'est un risque juridique qu'on n'aurait pas dû couvrir. On doit investir, on doit embellir notre pays, certes, mais pas n'importe où, pas n'importe où. En l'occurrence, voilà, on peut dire toujours sur la partie écologique, on a un maire qui se vante d'avoir mis plus de bio dans la restauration scolaire. Ce que l'on note, nous, c'est qu'il ne fait qu'appliquer strictement la réglementation. La réglementation aujourd'hui, vous le savez, dans tous les domaines, elle pousse vers plus d'écologie. Quand on applique la réglementation, est-ce qu'on est un maire écologique? Pour moi, la fibre écologique, c'est d'aller plus loin en fait. C'est-à-dire que là où la réglementation dit 20, nous on peut dire qu'on a cette fibre-là, on a cette sensibilité-là. À partir du moment où on va plus loin, on va à 50%. Nous, c'est le projet qu'on porte en fait. Donc en fait, nous on ne se dit pas bien manger, c'est un sujet technique. Aujourd'hui, il y a répondu de façon technique parce qu'il a un cahier des charges qui répond à la réglementation. Et donc finalement, ça a fait évoluer à faire le mieux la qualité des produits que nos enfants consomment dans les écoles. Pour autant, est-ce que ça fait du bien écologique? Je ne le crois pas.
il a prétendu, en 2013, limiter la densification de la ville. Hein, ça, vous avez, tout le monde sourit, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, au cours de ce mandat, on aura eu 165 logements qui auront été produits en plus, 165 logements collectifs produits en plus, et qu'on a également 168 logements qui auront été mis en production. Ça veut dire des permis signés. Donc en fait, si on fait les comptes aujourd'hui, et tout n'est pas terminé, on aura plus de 340 logements qui auront été produits. Ouais, mais malheureusement, je crois que c'est maintenant, il faut qu'on fasse les comptes. On est presque à 4. On est presque à 500 logements. Mais parce qu'en fait, je ne veux pas apporter à son crédit des choses qu'il a encore sous le coude, parce que vous savez qu'il y a, notamment sur l'opération du bas de l'hôpital, tout n'a pas été dit, hein, puisque je vous rappelle qu'on avait fait une déclaration d'utilité publique par rapport à la requalification de cette zone, et que sur ce projet-là, juste sur ce projet-là, il y avait 350 logements produits. Donc aujourd'hui, on en a, produit un certain nombre, on a produit les logements sociaux, mais on a produit 55 et 113 qui sont en cours de production, mais pour le coup, une fois que l'opération du maire sera, et je l'espère qu'elle ne sera pas terminée, on aura produit 350 logements dans cette zone-là. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le feu qu'on prend, parce qu'aujourd'hui, on peut encore agir, hein, je le dis, parce qu'il y a des permis qui sont signés, des travaux qui ont commencé, mais il y a toute une partie de la zone aujourd'hui qui reste dans qui reste en stand-by, parce que les propriétaires n'ont pas vendu, parce que, je pense qu'ils ne veulent pas faire peur à la population. Et donc à partir de là, nous, on a encore le moyen de bloquer dans l'œuf ces projets. Moi, ce que je regrette, et c'est le projet qu'on porte nous, c'est de ne pas avoir été au bout de la logique de requalification en fait, des espaces. Aujourd'hui, vous savez que dans le Rhône, on a un certain nombre de logements qui existent, qui sont insalubres. Sur le bas de l'hôpital, on a toute une bande de logements qui, pour certains, sont en limite de sécurité. On peut, à l'identique, en plus de ça, ces logements, pour certains, ont un cachet, forment un peu l'histoire de notre ville, et on doit pouvoir aujourd'hui, sans créer de nouvelles barres, on doit pouvoir aujourd'hui mieux aménager la ville, répondre aux obligations qui sont les nôtres en matière de production de logements, parce qu'on est capable tout à fait d'entendre que les chronos ont envie de se loger, les enfants ont envie de ne pas forcément partir très très loin, de trouver un logement à proximité de chez eux. Et donc nous, on est capable d'entendre qu'il faut aider, entre guillemets, à l'accueil de nos enfants, à l'accueil de l'évolution aussi des situations familiales. Mais pour autant, on n'est pas obligé de construire des gros ensembles qui vont complètement dénaturer notre vie. Je crois qu'elle est d'accord avec moi. On se calme. Ouais, on se calme. Je forme, alors dans les vœux, je forme aussi le vœu d'une ville plus démocratique. Et je ne peux m'empêcher de revenir sur l'absence de considération que le maire porte à l'égard de tous ceux qui ne partagent pas son point de vue. Vous avez, pour certains, eu à entendre une récente interview radio où on lui posait la question de savoir pourquoi, finalement, ce que disait l'opposition. Il disait en fait, en réalité, l'opposition n'a rien à dire. Je crois que tout ce qu'on a pu lui dire, en tout cas, jusqu'à présent, pour certains des arguments qu'on a été amené à avancer, il les a entendus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il a je pense, un temps de réflexion qui est parfois trop long, parce qu'on lui dit les choses dans un conseil municipal, 6 mois, 1 an après, il revient sur ce qu'on a dit et il le met en pratique. Nous, c'était un peu ça notre reproche, c'est qu'il était un peu lent à l'allumage, et que finalement, quand on propose par exemple d'augmenter la taxe sur l'aménagement pour limiter l'appétit des promoteurs immobiliers, il finit par y venir de façon très timide 1 an plus tard. Quand on lui dit qu'un certain nombre d'opérations sont illégales, je pense notamment à la vente de l'innocente, il finit par y venir 1 an plus tard, mais pour autant, dans l'intervalle, on a perdu beaucoup de temps, on a fait tourner en boucle les conseillers municipaux, et quand on lui disait que ce qu'ils faisaient,
c'était juste illégal. Il a fini par entendre raison parce qu'on l'a poussé aussi face aux tribunaux et que finalement il n'y avait pas le choix que d'obtempérer. Voilà, je dis, donc nous considérer l'opposition, mais aussi considérer les présidents d'associations, considérer les commerçants avec autant de mépris, je trouve que ce n'était pas digne du projet qui était le sien. Et vous savez que je me suis attaché tout au long de la candidature à lui rappeler l'essence même de ses engagements. Je reviens sur son interview. Il nous dit, en France, on est dans un système démocratique, donc, en fait, le fait qu'il nous censure au niveau municipal n'a pas d'importance. Je lui rappellerai, puisque j'espère qu'il nous regarde, vous savez qu'on filme, on est sur Facebook, pour le coup, je lui rappellerai que le tribunal l'a condamné par 2 fois pour cette erreur, que visiblement ce que dit le tribunal n'est pas intéressant pour lui, parce qu'il n'a pas encore compris qu'effectivement, on communique dans une collectivité avec les règles de la commune. Donc en fait, il nous dit, si vous voulez communiquer, faites, débrouillez-vous. Je me réserve le privilège de l'usage des moyens de la commune, et c'est là où en fait il a été condamné par 2 fois. C'est-à-dire que normalement, dans un système démocratique, la majorité, l'opposition, a un droit d'expression. La majorité ici l'utilise largement, l'opposition, je le confirme, n'est plus. Autre chose, dans cette interview, il nous dit qu'il a développé un petit outil informatique qui va lui permettre d'être à l'écoute de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a des années. Il y a des années. Et en fait, moi ce que je regrette, c'est qu'il ait renoncé à aller discuter avec les gens en direct. Karine, elle est témoin, il nous a fait un certain nombre de réunions publiques. Moi, j'aimais bien les réponses qu'on lui faisait. Je crois que lui, il n'aimait pas trop, en fait. C'est pour ça que, finalement, il a considéré que ce que je pouvais lui dire n'était pas intéressant. Et dans un système démocratique, tout ce que disent les gens est intéressant. Tout ce que disent, parce que, effectivement, on peut avoir une opinion différente. Mais de là à mépriser les opinions des uns des autres, vous voyez, on n'a pas le même projet, globalement. Hein? Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il est dans sa route, et que finalement, peu lui importe ce que les gens disent, tant qu'on ne pense pas comme lui. Ceux qui ont assisté au dernier conseil municipal en témoigneront. Hein, quand les gens posent des questions, il répond. Quand les gens lui rappellent qu'il n'a pas répondu à la question, il a dit, vous avez posé votre question, moi j'ai apporté ma réponse. L'échange est terminé. Donc en fait, il n'est pas du tout... il n'essaie pas d'être en phase avec les gens, et c'est ce qu'on lui reproche. Et c'est le principe même, pourtant, d'une démocratie. Je forme également le vœu d'une vie plus éducative. Vous savez que, de ce point de vue-là, on a le sentiment, quand on regarde son bilan, qu'il a fait beaucoup de choses. Et il a fait des choses. Hein. Les tableaux numériques, c'était, je pense, une bonne démarche. C'était une subvention. Pardon ? C'était une subvention. Oui, mais quand bien même il l'a fait. Moi, je suis toujours dans mon esprit, voyez, à charge et à décharge. Je ne voudrais pas accabler et pas lui faire grâce de certaines initiatives qui, même si elles ont été largement financées, effectivement, quoi qu'il en soit, c'était important et il l'a fait. Pour autant, ce que je vois, ce que les Cronois vivent aujourd'hui, c'est que dans l'école du bas notamment, c'est l'enfer. C'est l'enfer pourquoi ? Parce qu'il a fait un certain nombre de programmes immobiliers, des populations sont arrivées, et aujourd'hui les classes sont saturées. Et quand je dis elles sont saturées, ça veut dire qu'elles sont au maximum de ce qu'elles peuvent. Vraiment. Ce n'est pas une vue d'esprit, on est au taquet. Sauf qu'on ne peut plus accueillir d'enfants. Et qu'on va avoir des cautions. Mais on peut les rouvrir, c'est pas le sujet. Parce qu'en fait, on pourrait les rouvrir. Mais pour autant, aujourd'hui, en fait, les gens, ils veulent, et ça se comprend, ils veulent dans l'école de leur secteur. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en bas, il y a des classes où ils sont 31, ce qui est juste inacceptable. Inacceptable. Que dans le même temps, on a produit une mairie
qui va coûter 3,5 millions d'euros, qui n'est pas fini, qui n'est pas près d'être fini. Hein. Et pour autant, voilà, le choix qu'il a fait, c'est d'améliorer la qualité de l'accueil du public en mairie, alors que la priorité des priorités, c'était l'éducation, c'était de bien accueillir nos enfants. Et qu'aujourd'hui, les enseignants sont en difficulté, les enfants sont en difficulté, parce que vous imaginez bien qu'on n'apprend pas la même chose quand on est 31 dans une classe de tout petit, ou quand on est 24 ou moins. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à nos enfants. On a également des familles qui ont été en difficulté par rapport aux agissements de leurs enfants. L'actualité récurrente en centre-ville a démontré, en centre-ville, surtout sur le Val-de-Rhône, les guerres de gangs, etc. On a, comment dire, je le dis parce que quand on nous dit tout va bien en matière de sécurité, on a donné des armes aux policiers, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'insécurité très fort. Parce qu'on a des gens, des jeunes notamment, qui sont sans limite. Il faut une réponse répressive, mais il faut aussi une réponse éducative. Et donc, on a des parents qui sont démunis dans ce contexte. Il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir se doter d'outils pour responsabiliser plus les familles aussi. Hein, il y a un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui possibles. Et qu'en fait, finalement, on l'a traité, alors, très récemment, vous avez vu, c'est partie du programme, donc il a fini par faire un équipement pour les jeunes, hein, en septembre dernier, c'est-à-dire au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans de rien, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait quand même un accompagnement éducatif pour les jeunes. Ce que je regrette, c'est que cet accompagnement ne permette pas l'insertion professionnelle des jeunes, et qu'aujourd'hui, on en soit encore à faire de l'animation de base, pour des jeunes de 18-25 ans qui normalement devraient être capables d'avoir des loisirs de façon totalement autonome. Hein, on n'est pas obligé de leur faire des salles où ils jouent en ligne et des baby-foot, parce que c'est le rôle d'une ville. Pour moi, à 18-25 ans, on doit pouvoir commencer à un moment donné à s'intéresser à son insertion professionnelle. 16-25 ans. De même à 16-25. Déjà la différence d'âge. Et ce que je regrette également, parce que j'avais demandé dans le cadre de cette structure jeunesse que ce soit fait en compte, j'avais demandé à ce qu'on ait un vrai programme autour de la réussite scolaire des collégiens et des lycéens, parce que je l'ai constaté en termes de professionnels, tous les enfants, tous les parents n'ont pas les moyens d'accompagner leurs enfants, surtout quand ils rentrent dans des cycles des bacs S et compagnie. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça cette année. Ça continue à s'appeler S, parce que je sais qu'il y a la forme de bac. Bon, voilà. Donc en fait, en gros, tout le monde n'a pas eu la chance de faire un bac scientifique, et donc je vous en prie. Et donc pour le coup, on doit pouvoir, quand on n'est pas forcément très argenté, on doit pouvoir attendre de la ville qu'il y ait un accompagnement à la scolarité, en mathématiques, en français, en langue, sans qu'on ait à se tourner vers toutes les boîtes à bac, Academia et compagnie, qui proposent ça à prix exorbitant. Donc, je le dis parce que moi, dans une expérience antérieure, j'ai développé un programme de ce type, un contrat local d'accompagnement à la scolarité, et ça permettait à des jeunes collégiens et des jeunes lycéens d'être accompagnés, issus de toutes les classes sociales. Hein, donc c'est pas forcément l'échec scolaire, c'est pas un problème de classe sociale, mais quand on est dans les classes sociales les plus défavorisées et qu'on n'a pas les moyens de se payer un cours particulier, c'est encore plus difficile. Et donc en fait, en réalité, voilà, on a aujourd'hui, moi j'ai ce regret-là, c'est que ce projet-là n'ait pas été porté, qu'il a été même écarté avec beaucoup de mépris quand j'en ai parlé au conseil municipal, et ça fait partie de ce que je disais dans la scène démocratique, peut-être que M. Diabati conçoit, du côté inintéressant de ce que dit l'opposition. Je forme également le vœu d'une ville plus solidaire. Et je veux remercier les bénévoles de toutes les associations de Crolles qui ont su faire vivre pendant 6 ans, avec beaucoup de difficultés, le lien social à Crolles. Et c'est important parce que moi, ça fait 20 ans que j'habite Crolles.
Ça fait 20 ans que je vois la ville vivre avec les associations. C'est, je crois, et j'ai un peu vécu de mon expérience professionnelle, je me suis occupé longtemps de vie associative, je crois que c'est le cachet de notre ville, c'est l'histoire de notre ville. Je veux dire, le carnaval, Michel peut en parler, c'est un l'engagement de tous en fait. Et donc finalement d'avoir des bénévoles, c'est la richesse de Crono. Et je trouve que pendant 6 ans, finalement, on ne leur a pas beaucoup rendu service, on ne leur a pas beaucoup facilité la vie, alors que finalement, on leur doit beaucoup. Je le dis également pour les commerçants. Pour les commerçants cronois qui se battent tous les jours pour survivre, qui peinent à trouver des locaux, qui peinent à trouver des marchés, avec toutes les difficultés quand on a des travaux qui durent. Hein, même si ce n'est pas le centre-ville de Montgeron, etc. Quand on a toutes ces difficultés de stationnement, c'est voilà, très dur pour eux. Et on a un tissu qui n'est pas très dense, et donc on doit soutenir. On doit, je pense, faire un peu mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Dire par exemple qu'on a sauvé un commerce qui n'était pas en danger, c'est pas très, c'est pas très glorieux quoi. Après, je sens la dramaturgie, hein, j'ai sauvé la ville, j'ai sauvé la ville. La ville ne se voyait pas, je suis pas sûr. Elle savait très bien nager, elle a toujours bien nagé, elle continuera à bien nager. En matière de commerce, ce qu'on peut constater, les quelques résultats, hein, les quelques réalisations, on a d'un côté donc, un restaurant qui a été mis en location à un particulier à bas prix. Ce qu'on peut noter, c'est que le loyer est tellement bas qu'il n'a pas besoin de travailler, résultat, il est fermé tout le temps. On a pris en location à prix d'or, parce qu'on est en absence des affaires, un commerce qui avait fermé et qui aujourd'hui fait tourner un certain nombre de commerçants temporaires avec donc forcément un déséquilibre qui va aussi à la charge de la ville. Et donc ce qu'on peut dire de ça, c'est qu'en fait, cette municipalité, elle ne comprend rien aux affaires. Elle ne comprend rien à l'esprit d'entreprendre. Parce que moi, des Cronois qui ont envie d'entreprendre, mais j'en connais plein. Et je parle de Cronois. Je ne parle pas des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils sont des amis d'un tel ou d'un tel, et qui viennent un peu bosser, mais pas trop. Donc moi, je connais des Cronois qui ont envie que notre ville réussisse. Ils ont envie eux-mêmes de réussir. Et donc je regrette qu'on ait des locaux aujourd'hui qui sont encore en jachère depuis un certain nombre d'années, comme celui qui est sur la place de et que personne n'a été accompagné pour que ce lieu magnifique, cet emplacement magnifique, puisse vivre. Je le dis parce que je pense que là où il y avait la route des sables, on pouvait tout à fait laisser le marché faire. Je pense que cet emplacement-là aussi est magnifique, et je connais plein de Cronois qui ont envie d'imiter un commerce. C'est pas le choix du maire. C'est juste hallucinant. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais conclure. J'ai bien entendu les aspirations que tous les Cronois ont formées pour le changement de municipalité. Mon vœu le plus cher, c'est donc de répondre à votre attente, aux souhaits que vous faites. Dans le dernier tract du bilan, là, vous avez un sénateur de l'Essonne qui dit « Un bon maire, cela se garde ». Et je le répondrai en écho qu'un mauvais maire, ça se vire. Je vous remercie sur votre soutien. Je vous remercie. Donc voilà, je ne vous ai pas embêté très longtemps. Maintenant, je voudrais prendre les questions parce que c'est vrai que depuis un an, plus d'un an, on distribue dans la ville énormément de documents.
on les a ici, là. C'est tous des documents originaux, hein, c'est pas plusieurs fois le même. Parce qu'on a un maire qui a un peu tendance à mentir, donc là, vous pouvez venir vérifier, hein, ils n'ont pas tous le même numéro. Ce sont bien des documents originaux. Donc on a formulé un certain nombre de propositions. Et je sais que ces propositions ont pu susciter des interrogations sur notre projet, sur ce qu'on voulait dire aussi, parce que la communication est toujours source de malentendus. Et donc, le but aussi aujourd'hui, pour pas que les choses soient trop rébarbatives et assommantes, c'est que vous puissiez poser des questions sur ce qu'on a pu vouloir dire à un moment donné dans notre communication. Voilà. Donc je vous redonne la parole. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Moi, je voudrais commencer, désolé, par une question qui n'a pas rapport avec les documents qui ont pu être imprimés. Mais j'aimerais bien, puisque vous nous avez déclaré être présent à tous les conseils municipaux, et je sais que c'est le cas, moi je suis présente à certains conseils municipaux, j'ai 2 fois posé la même question à M. Zanetti. Cette question concernait la mairie. Une ville sans mairie, moi je n'en connais pas. Vouloir faire une belle mairie, j'aurais préféré l'éducation, je suis comme vous, mais on peut le comprendre. Maintenant, je m'inquiète de voir des travaux stoppés depuis de nombreux mois maintenant, alors que des bâtiments n'étaient même pas hors d'eau. Je me suis renseigné et je me suis aperçu, je me suis rendu compte que dans cette future mairie, le maire s'était prévu au premier étage un bureau. Je n'appelle pas ça un bureau, j'appelle ça un studio. Il y a une cuisine, il y a prévu un canapé. Voilà. Et alors la question est quel usage il va faire du canapé? Je laisse à chacun le soin de l'imaginer. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, et savoir de façon certaine, j'ai confiance en vous, pourquoi est-ce que les travaux ont été stoppés? J'ai entendu parler d'une faillite d'une entreprise. Pourquoi est-ce que ces travaux qui étaient prévus pour une estimation de 2 millions d'euros sont passés à 3,5 millions? On n'est quand même qu'une ville de 9 500 habitants, même pas encore, nous disons, mais pas comptabilisés par l'INSEE. Monsieur le maire me déclare que les travaux ne sont pas arrêtés. Monsieur le maire me déclare qu'il n'y aura pas de budget supplémentaire. Je ne vois pas comment c'est possible. Quand je lui ai dit, je ne peux pas vous croire, et qu'il m'a répondu, vous avez posé une question, je vous ai donné ma réponse, maintenant, fermez-la. Et la réponse était ça. Je ne peux pas, je suis quelqu'un de très laïque, je suis quelqu'un démocratique, j'ai un profond respect pour la démocratie, je ne peux pas accepter ça. Donc, j'aimerais avoir votre sentiment. Mon sentiment sur la mairie, c'est qu'effectivement, ça va être une affaire très compliquée. Parce que, en fait, ce que je peux dire, avec un peu de recul, c'est qu'on a un maire qui est champion de kayak. Il va un coup à droite, un coup à gauche, etc. Il passe entre les... Mais en fait, il n'a pas de trajectoire, à proprement parler. Il a passé 6 ans à pagayer, à reculer, à avancer, etc. Mais en fait, vraiment, il ne sait pas où il va. Et donc, sur la mairie, je le dis parce que je crois que dans son programme initial, il y avait l'idée d'améliorer l'accessibilité de la mairie. Donc ça, c'était l'idée générale. Et que finalement, c'est devenu un temple avec le prix que coûte un temple. Et donc, à partir de là, pour nous faire passer la pilule, comme souvent, les municipales, il a minoré largement, ou alors c'était l'amateurisme, ce qui est possible aussi. Il a minoré largement le coût. Je crois que le conseil municipal nous a fait remarquer que le projet initial, 2 millions d'euros,
était largement sous-dimensionné par rapport au nombre de mètres carrés qu'il avait envisagé. Mais lui était convaincu qu'il arriverait à vendre très cher plein de terrains, qu'il arriverait à avoir plein de subventions, et que finalement, de mettre plus d'argent que les 2,5 millions, finalement, c'était jouable. Au final, on est à 3,5 millions, et je crois, comme vous, qu'on sera largement au-dessus, compte tenu de l'arrêt du chantier, de la renégociation nécessaire pour refaire un marché public pour que ce chantier soit terminé. Donc dans ce contexte, je ne vois pas un nouvel entrepreneur lui faire un rabais parce qu'il arrive à la dernière minute. Hein, quand on connaît un peu le monde de l'entreprise, vous savez que ça ne marche pas exactement comme ça. Quand on a un client qui est à la gorge, en général, rarement on lui fait des fleurs. Surtout quand il faut travailler vite, embaucher, acheter des matériaux, etc. Donc je pense que cette mairie va lui coûter cher. Et donc, ce que je peux dire, là, c'est que je crois qu'au bout du bout, on aura la facture définitive à la fin de l'année 2020, une fois qu'elle sera terminée, que toutes les options auront été levées, que tout ça aura été payé, mais qu'effectivement, encore une fois, on aura un dérapage. Donc, de là à dire qu'on sera passé de 2 millions à 4 millions, c'est une hypothèse qui est à mon avis assez crédible. Mais je dirais, plus 100%, c'est à peu près, l'espace jeune, le même niveau de dérapage. Quoi. Un projet qui nous a été vendu à 400 a fini à 800. C'est à peu près, en général, la tendance de fond. La coulée verte. La coulée verte. Tous les projets, vous l'avez vu dans la dernière lettre qu'on a publiée, hein, Jean-Pierre a été mis à contribution dans sa parole. Un autre maire adjoint a démissionné parce qu'effectivement, il ne supportait plus ces dérapages. Aujourd'hui, on peut avoir un beau bilan. La question, moi je le dis parce que moi je suis un peu scolaire. En fait. J'ai fait des concours, etc., que j'ai réussi. J'ai toujours pensé qu'il fallait être un peu scolaire. Et j'ai été jury de concours en plein examen. Et en fait, ce que je dis souvent, les gens qui postulent sur des concours qui répondent à l'examen, c'est quand on est hors sujet, on a 0, hein. On a 5. Hein. Quelqu'un qui est hors sujet, on lui pose une question, et en l'occurrence, dans le mandat démocratique, on fait un programme, on vend le programme à la population. Si on répond à côté de la plaque, on a 5 sur 20. Hein, on ne peut pas dire qu'on a un bon bilan, puisqu'on n'a pas répondu à la question. On a fait l'étude. Ça vous fait rien, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les différents groupes de Grenavento. On a fait l'étude de son programme, 65 actions, 12 engagements. On a 18 actions, 18 sur 65 qui ont été mises en œuvre. 28% des propositions qui ont été suivies des faits. 28%. On ne change pas de classe, hein. On passe pas dans la classe supérieure, hein. C'est pas possible ça. C'est pas la moyenne ça. Alors après on peut dire qu'il y a eu des circonstances particulières qui ont fait que, moi je crois, je reviens sur la mairie, quand on fait un choix aussi onéreux, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la mairie était un projet prioritaire sur tous les autres? Sur tous les autres. Mais excusez-moi, il est tout seul à décider comment ça se passe? Oui, c'est ça. Ah, il est tout seul. Au conseil municipal, on l'a bien marqué, il est tout seul à décider. Et je reviens sur le projet que nous on porte, qui est un projet où la concertation, elle est développée à tous les niveaux. C'est que on fait, voilà, ce qu'on peut dire quand on discute, on peut considérer que ce que dit l'autre est inintéressant. Mais on peut aussi considérer que ce que dit l'autre nous enrichit. Ça évite les erreurs. Et comme il décide tout seul, et bien pour le coup, il fait des erreurs. Régulièrement, souvent. Et c'est grave. Et donc à partir de là, effectivement, on a un problème. Et nous, c'est tout à fait le projet que l'on ne veut pas pour cette ville. C'est celle du maire potentat qui décide tout seul, qui excommunie ses adjoints au fur et à mesure, qui décide de tout et qui finalement se comporte comme le seigneur d'un fief,
comme au Moyen-Âge. Voilà. Aujourd'hui, Crone a une vraie histoire autour de la période médiévale, mais pas sur le plan démocratique. Moi, je suis pas d'accord. On a un peu progressé, j'aimerais bien qu'on ne régresse pas. Voilà. Mais si je peux me permettre, M. Damiati m'a dit un jour, à moi personnellement, de toute façon, je suis le roi de la ville. La ville, Crone m'appartient. Il y a eu des révolutions dans l'intervalle. Il y a eu des révolutions dans l'intervalle, il y en a qui ont perdu la tête. C'est exactement ce qui va se passer dans 2 mois. Et moi, on m'a dit qu'il fallait respecter le chef. Voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi les travaux ont été arrêtés depuis si longtemps? Est-ce que c'est une faillite de l'entreprise ou est-ce que c'est un défaut de paiement du maître d'ouvrage, à savoir la mairie, qui fait que l'entreprise a arrêté de travailler si elle n'était pas payée? On sait quelle est la raison profonde de les quelques arguments qui ont été développés, c'est qu'effectivement, à un moment donné, l'entreprise a fait faillite. Alors après, effectivement, je ne peux pas savoir si elle était. Je ne peux pas savoir. Je crois qu'on a eu 3 versions de la part du maire, auxquelles croire, je ne sais pas. Voilà. Et c'est dommage parce qu'effectivement, cette question elle est revenue souvent au conseil municipal, de la part des gens dans la population et de la part des gens du conseil municipal, et qu'on a eu à chaque fois des réponses différentes. Donc en réalité, voilà, je ne peux pas moi vous dire laquelle est la bonne, puisque vous savez que moi j'ai beaucoup interrogé le maire par écrit, en faisant appel parfois à la commission d'accès aux documents administratifs parce qu'on refusait de nous communiquer les documents. C'est jamais simple, c'est jamais simple. En revanche, il ne faut pas penser que les travaux sont stoppés parce que c'est faux. Les travaux de la mairie continuent. On voit bien qu'il y a d'autres ouvriers dans le Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a peut-être aussi la question d'un rapport de dette d'1,5 million. Un rapport d'emprunt. Si je peux me permettre, sur la mairie. Un jour, je passe devant la mairie et je vois un petit attroupement avec le directeur des services techniques de la ville et 5 ou 6 personnes qui, à l'évidence, étaient les responsables des entreprises qui travaillaient sur la mairie. Et donc, je me suis invité à la réunion de chantier. Et en titillant un petit peu le chef d'entreprise, bien sûr, qui était très gêné de ma présence. Et j'ai compris que non seulement les travaux étaient arrêtés, mais ils avaient des difficultés pour reprendre les travaux. Parce que du fait que les travaux étaient arrêtés, il y a pu y avoir, je ne sais pas, des désordres, des avaries, etc. Et donc, ils ne pouvaient pas continuer les travaux tels qu'ils avaient été prévus initialement. Le bâtiment n'était pas Voilà. en dos. Il fallait, bon, voilà. Et donc, ils étaient incapables de dire on pourra reprendre les travaux à tel ou tel moment, parce qu'il y avait des études préalables à faire avant de relancer les travaux. Par conséquent, l'addition va être très, très, très grave. Moi, ce que je peux faire, ce que je peux dire, c'est que mon père était dans le secteur. Et en fait, c'est toujours très compliqué parce que, vous savez, quand il y a une entreprise qui fait faillite, on se pose toujours la question de savoir si effectivement elle a bien fait son travail. Donc si elle a respecté les règles de l'art. Parce que si effectivement derrière il y a un désordre, et bien effectivement l'entreprise qui arrive derrière, en général, elle ne veut pas l'assumer. Par exemple, le précédent, il a fait n'importe quoi, il n'a pas respecté les dosages, il n'a pas respecté le rapport, etc. Et donc si je reprends derrière, en général, il y a toute une armée d'experts qui interviennent pour vérifier que tout a été bien fait, et l'entreprise suivante, en général, elle ne se précipite pas effectivement pour faire son boulot, parce qu'elle a trop peur que celle d'avant, elle ait tellement gâché le travail, que finalement elle porte le chapeau d'un chantier qu'elle n'a fait que reprendre. Donc c'est effectivement, ça peut créer ces difficultés dans la reprise. Après, de savoir si c'est, comment dire, je ne dis pas que c'était mal fait, je dis juste que ça crée ce blocage psychologique en tout cas, et juridique. Mais donc ça crée les circonstances pour que l'opération ne redémarre difficilement. Et pendant ce temps-là, c'est les Cronois qui trinquent. C'est ça. Il y a certainement des pénalités d'arrêt de chantier, j'imagine. Je ne sais pas. Mais si vous le permettez, je vous propose qu'on parle d'autres choses que j'avais dit. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres questions qui peuvent m'intéresser. Oui, monsieur. Je voudrais aborder un problème qui devient de plus en plus critique, c'est la circulation et le stationnement. Je voudrais savoir quelle est votre analyse du problème et quelles solutions vous allez proposer.
moi je crois que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la méthode c'est important. Je le dis parce que aujourd'hui, on a un certain nombre de réussites sur la ville en termes de méthode. Et Yvan, qui était le président du conseil consultatif intergénérationnel, a eu à gérer, on va dire, des concertations pour permettre aux Crônois de se prononcer et de réfléchir collectivement aux solutions. Donc je ne prétendrai pas, comme certains, avoir la science infuse et avoir l'idée miraculeuse. Parce que c'est vrai qu'on a un problème général en fait, autour de la circulation, de l'emploi des voitures, etc. Et donc, de ce point de vue-là, à mon sens, il faut changer, souvent il faut changer le périmètre de notre réflexion pour pouvoir essayer de trouver des solutions qui soient un peu innovantes. Faire des parkings, plus de parkings, c'est entretenir des modes de déplacement en fait, finalement. Et je crois qu'à Crône, on a aujourd'hui besoin d'avoir accès à d'autres modes de déplacement. On a besoin de faciliter, par exemple, les circulations douces. On a besoin d'avoir plus de pistes cyclables. On a besoin d'avoir des parkings à vélo. On a besoin de pouvoir faire en sorte que, comme on est dans une ville où il fait bon vivre, qu'on puisse, en toute confiance, utiliser les vélos. Et je pense notamment les vélos électriques. Parce que c'est vrai que on est aussi sur une ville avec une certaine pente. Et de ce point de vue-là, vous voyez, je crois que si on arrive à rendre notre ville plus accessible d'une façon générale, avec des circulations ascendantes, descendantes, et même en haut, en bas, qui se connectent à des réseaux existants, on va pouvoir un peu désengorger la ville. Après, ça veut dire aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut prévoir que ces vélos puissent être garés en toute sécurité, qu'on puisse ne pas les dégrader. Et donc, ça peut, à mon sens, régler une partie du problème. Après, effectivement, il faut repenser la ville. Aujourd'hui, il faut repenser la ville. On a un centre-ville qui est assez dégradé, très dangereux. Pour ceux qui... comment dire ? Il y a une étude qui a été réalisée en 2016 par un organisme d'État et une expertise qui a été menée par ces experts sur l'accidentologie de la RD 32, c'est-à-dire le petit axe qui part de la rue Remonterie et qui finit à peu près là où est la boulangerie d'Angers-le-Vieux. Sur 1,5 km, ils ont identifié un taux d'accidentologie 3 fois supérieur à la moyenne départementale, sur 1,5 km. 3 fois supérieur à la moyenne d'accidentologie du département. Je vous pose une question. À votre avis, qu'a fait le maire? Il a mis un peu rouge. Il a mis un peu rouge. Où ça? Bah, il a mis un peu rouge. Non, je ne crois pas. La RD32, c'est celle qui part du bas de la rue Remonterie. C'est la grande, la rue principale de... Voilà, la rue principale de Crône. Qu'a fait le maire? Est-ce normal? Bien évidemment que ce n'est pas normal. On a, quand je vous dis, on a un taux d'accidentologie, c'est-à-dire des accidents voiture contre voiture contre piéton, des blessés. Il ne s'est rien passé. Et ça, c'est purement scandaleux. En fait, aujourd'hui, pour pouvoir améliorer la circulation publique, on va pouvoir vous sortir les chefs. On est un peu plus nombreux que ça. On a mis des chaises devant. On a mis des chaises devant. C'est ceux qui sont debout, vous pouvez venir vous asseoir. Pour ceux qui n'ont pas peur, Je ne mords pas. Vas-y, Valérie.
Donc je disais, donc on a besoin de repenser la ville, clairement. On a besoin, notamment sur la partie entre la place Boileau et la boulangerie et l'angélevrier, on a besoin de repenser la ville. Alors, j'ai pas les solutions. J'ai des idées, mais je pense que ces idées, ces solutions, on doit les dessiner tous ensemble. Parce qu'effectivement, il faut, moi, à mon sens, une ville où on a plus de circulation. Et on doit, je pense, revoir notre centre-ville pour que, comment dire, en plus, vous savez qu'on va avoir des travaux, encore une fois, on va avoir un programme immobilier qui va sortir en centre-ville. Et donc, on va avoir à un moment donné de repenser la question des stationnements. Dans un périmètre, donc vous savez qu'il est soumis à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France. Donc ça peut être difficile d'obtenir. Voilà. Donc est-ce que ça répond à votre question? Non, vous avez là une vision à très long terme. Il est clair que l'année prochaine, ça va s'empirer. Avec les 350 logements de centre-ville, l'entrée de ville. L'entrée de ville. Ouais, il y aura des sacrés problèmes. Déjà, l'hôpital a fait un parking payant. Tous payants. Tous payants, avec 1 heure de franchise. Donc, effectivement, ça va faire que maintenant, l'hôpital, on se garde plus facilement. Alors, j'étais ce matin dans le quartier. J'étais ce matin juste en face de l'hôpital. Et donc, j'ai constaté qu'on avait un parking qui était vide. Alors, pas celui de l'hôpital. Et vous savez que... Ah oui, rue des Balcons. Non, rue du Moulin de Senlis. On a un parking, là, qui a été conçu. Je vous rappelle qu'on avait un deal avec le promoteur immobilier. Quand il a construit ses logements sociaux, il n'avait pas l'emprise pour y installer ses parkings. Et on a accepté de lui prêter une partie du terrain qu'il a aménagé en parking. Ce parking est tout le temps fermé. Tout le temps fermé. Il est aménagé, il est accessible. Les voitures seront dégradées. Comment? Les voitures seront dégradées. Ah, mais ça, c'est une hypothèse. C'est rue de Pamplune. C'est pas en Prune. Celle qui est juste en face du parking, du rond-point. La bibliothèque, là, c'est pas. Il n'y a plus de risque de dégradation, pas plus qu'ailleurs. Si, parce que c'est complètement fâché. On a les stationnements dans ce coin-là, mais effectivement, moi je ne suis pas partisan, et je le dis comme je le pense, je ne suis pas partisan des 350 logements. Qu'on soit bien au clair. Vous dites, il va y avoir 350 logements, je ne l'espère pas. Je ne l'espère pas. C'est tout le sens de ma démarche. Le centre-ville, monsieur le président, la phase 1, au 10 avenue République, Ils n'ont pas de parking. ils n'ont pas de parking, ils vont se garer rue de Pamplune. C'est pour eux que ça a été fait. La phase 2, il y a le trou maintenant, il y a du bétonnage. Oui. Il y en a pour 179 logements. Oui. 113 plus 55 qui sont déjà limités. Et la phase 3, c'est là où il y a la petite dame. La phase 3, elle n'est pas actée. Elle n'est pas actée, donc il y a la Et petite j'espère dame. qu'elle ne le sera jamais. Le fils ne veut pas vendre. Et bien j'espère qu'il ne le rendra pas. Le maire même, je ne compte pas, ça n'arrive pas le problème de circulation des stationnements. Ben, je vous dis, alors nous, je pense, alors une des hypothèses, et c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille, dans ce secteur-là, effectivement, on a une zone à l'abandon depuis 6 ans. Tout ce secteur-là, c'est-à-dire la 3e tranche du parc du Moulin, on a aujourd'hui une friche qui devait être terminée. C'était programmé comme ça, avec des excellentes relations que nos présidents et vice-présidents de l'agglomération ont eu au cours de cette mandature. Vous savez qu'ils ont passé pour la moitié leur temps à faire la politique de la chaise vide, l'autre moitié à s'engueuler. Donc finalement, ils ont réussi à convenir qu'on allait servir le Val de Seine et que toutes les opérations sur le Val d'Hier sont ouvertes. Entre autres, le fait de terminer ce parc. Et donc on a pâti aujourd'hui des discordes entre
nos élus qui s'entendent super bien. Je le redis parce que la dernière fois, c'était un peu le sens de son intervention au conseil municipal. Il nous a expliqué que tout s'était bien passé, etc. Donc après, effectivement, là, on a eu beau lui rappeler que ce n'était pas exactement la nature des relations qui avait uni nos bien-pensants nationaux, qu'on avait pu effectivement avancer positivement dans l'intérêt des Crenois, dans l'intérêt des gens du Val-d'Hier et dans l'intérêt des gens du Val-de-Seine, même si ceux du Val-de-Seine s'en sont plus aujourd'hui. Quoi qu'ils ont eu une augmentation d'impôts, je ne sais pas si... Donc voilà. Comment dire, ce que j'espère surtout, c'est qu'on n'arrivera jamais à 350, que aujourd'hui tout ce qui est signé sera le seuil ultime, maximum de ce qu'on aura à produire, et qu'on aura, nous, une réflexion à avoir sur la troisième partie de cette emprise pour faire autre chose que du logement, clairement. Parce que je pense qu'on a peut-être des besoins sociaux à couvrir. Quand je dis besoins sociaux, c'est peut-être des besoins sur les écoles. J'en sais rien, je le dis parce que, vous savez, on a un programmiste auquel la ville a fait appel, qui nous avait promis sur le Val-de-Rhône, monts et merveilles, et qui, 2 ans plus tard, on a découvert qu'il s'était planté dans les camps de l'argent. Donc l'expert qu'on avait mandaté n'a pas bien finalement travaillé. En tout cas, on ne lui a peut-être pas tout dit, comme à nous d'ailleurs. Et donc, pour le coup, il a fait peut-être les éléments qu'on lui a donnés. Je le dis parce que j'ai eu affaire beaucoup à M. le maire, notamment via ses avocats. Il a souvent perdu, parce que ses avocats, ils ne savaient pas trop ce qui se passait sur la ville. Donc, c'est difficile de gagner des procès et de bien défendre un client qui ne vous dit pas tout. Moi, je me rappelle sur l'île au centre, il nous expliquait qu'il y avait pas de besoin en termes de parking. Hein, l'avocat qui explique dans le mémoire de défense auprès du juge qu'il n'y avait pas de besoin en termes de parking. Et je disais à l'avocat, en même temps il vient d'en faire un là, celui qui est juste à côté. Il vient d'en faire un là, donc il n'y a pas de besoin, mais il en fait quand même un. Voilà, donc c'est l'avocat qui ne savait pas tout. Et c'est un peu la conclusion. Est-ce qu'il y a une autre question? Puisque les années parking, devant la boulangerie Cléo, il y a 4 places de parking qui ont été construites récemment. Oui. Et j'ai l'impression qu'elles ont été construites à débit Oui. et à l'envers. Oui, je suis d'accord. Alors, pour quelle raison? Je vais vous le dire, en fait, c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un défaut de concertation. On a fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, Pas de réflexion. il y a eu à un moment une réunion publique. Vous êtes au courant? On n'a pas été. Eh bien moi j'étais au courant et j'y étais. Vous savez pourquoi? Parce que le tract a été diffusé de façon tellement confidentielle qu'il n'y a que les gens du bâtiment d'en face qui étaient là. Non, mais je vous jure, c'est pas, c'est vraiment ça. Donc on était une dizaine. Et donc moi, puisque vous savez, le concept que le maire a de la démocratie participative, il arrive avec son projet. Et en fait, derrière, vous ne pouvez rien dire. Tout est beau, et je peux vous jurer qu'une chose, c'est que le seul truc sur lequel il a fait une concession, c'est sur la couleur de l'enrobé. Parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont dit « Mais rouge, ce serait pas mal ». Il a dit « Oui, effectivement, ce serait pas mal ». Donc, je ne sais pas si ce sera rouge. J'ai pas l'impression. C'est rouge. Ben voilà. Voilà la seule concession qu'il a fait au projet en disant « Attention, ce sera plus cher ». Mais moi, en tout cas, ce que j'ai fait remarquer, c'est qu'on allait avoir un problème dramatique de stationnement dans ce coin-là, qu'on avait un problème effectivement par rapport à la façon dont les places étaient construites, parce que en réalité, vous savez, pour ceux qui vont chercher leur pain en Haute-Rhône, à un moment donné, il faut faire demi-tour. C'est-à-dire que quand on conçoit des places d'un côté, etc., et qu'on change tout, moi j'avais demandé à ce qu'on fasse un rond-point tout en haut de la rue Montreuil, pour qu'on puisse permettre aux Crenois qui veulent venir se stationner de faire le tour et de revenir en face. Ah oui, moi je c'était dommage. On m'a dit que c'était pas intéressant. Que j'étais de mauvaise foi. Objectivement, on m'a dit que j'étais de mauvaise foi, que je faisais tout le temps des critiques, que je n'étais pas capable d'accepter le programme du maire. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Mais je trouvais
que d'un point de vue pratique, de ne pas prévoir un rond-point entre les jardins, le haut de la rue Montrue, etc., pour permettre aux Creumois qui vont chercher leur pain de faire demi-tour et de pouvoir se stationner de l'autre côté, ça avait du sens. Et que finalement, dans ce contexte-là, pour les gens qui venaient finalement de Creux, je dis ça par rapport à ceux qui venaient de Saint-Georges, ça permettait de faire le tour du rond-point et puis de se garer en marche arrière, tranquillement, dans le bon sens, des parkings qui avaient été prenés. Malheureusement, ce rond-point peut-être était trop cher. Et que peut-être le conseil départemental n'a pas accepté cette proposition. En tout cas, moi, elle a été retoquée avant même que le conseil départemental ait été informé, puisqu'au moment de la réunion publique, son projet était fait, l'architecte paysagiste qui était là, elle défendait les options, et que finalement, quand elle a voulu s'exprimer, le maire a dit non, non, c'est moi qui parle, vous êtes nuls, votre projet, il n'a pas de sens. Je le dis parce que vous allez voir aussi la prochaine étape du projet qui va se dérouler là, dans les prochaines semaines, c'est que vous allez voir la piste cyclable changer de sens, changer de côté. Donc en fait, il a la piste cyclable, une fois elle est là, une fois elle est de l'autre côté de la route, et donc les vélos, pour pouvoir circuler en toute sécurité, ils vont devoir traverser la route 2 fois. Alors que moi je disais, peut-être qu'il faudrait faire la piste cyclable tout droit, le long des, comment ça s'appelle, des pavillons, le long des pavillons, comme ça on écartait encore plus les voitures des pavillons, et que finalement on rendait les choses plus confortables pour les riverains, d'une part, et plus confortables pour les cyclistes. Mais là encore une fois, c'était pas intéressant. Mais vous voyez, je reviens sur la démocratie. Pour moi, quand ça marche, c'est qu'on fait des propositions qui, à mon sens, là, relèvent du bon sens, et que finalement, le maire n'a pas envie d'entendre en fait ces propositions. Parce qu'il a travaillé avec son architecte, tout seul, et que finalement, sa solution, c'est la meilleure. Oui. Alors, moi, c'est pas une question, mais c'est pour aller un peu dans le sens de la question qui vient d'être posée. On a l'exemple également sur la rue de la Comédie, en fait, où elle a été terminée aux alentours du 20 décembre, mais avec un seul trottoir de fait. Et donc, en fait, quand on a posé la question, on n'a pas eu la réponse en conseil municipal. Il nous a simplement été dit que c'est parce que les éclairages n'avaient pas été livrés. Or, après 12 mois de travaux, je pense qu'il a dû y avoir sûrement un problème de commande qui a dû être, à mon avis, sûrement négligé. Mais toujours pour aller un peu dans le sens de la question qui a été posée par rapport au parking, beaucoup de travaux sont faits avec du non-sens. Et la raison, évidemment, est sûrement celle que vous venez de dire, ou bien alors, il y en a une autre, c'est que seul M. Damiati est capable de connaître. Et qu'il n'est pas du métier. Ils étaient livrés en même temps que les lampadaires de la Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y aura une contrepartie là, pour le blocage de la différence par l'entreprise depuis combien, 2-3 ans là, où il y a le bâtiment qui se construit? Une contrepartie, qu'est-ce que tu entends par exemple? Je sais pas, parce qu'il nous bloque là depuis quelques années quand même. 2 ans. 2 ans. Donc il serait bon quand même que l'entreprise se loue pour faire quelque chose de bon. Alors, l'entreprise, qu'on peut dire, c'est que vous savez que j'ai attaqué le permis, qu'ils ont été obligés de payer leur terrain 300 000 € plus cher que ce qu'ils avaient prévu de payer. C'était du terrain c'est normal. Donc déjà, si on leur pose la question, si on demande à M. Damiati, il va dire qu'ils ont quand même payé 300 000 € de plus. Ah oui, d'accord. C'est énorme, mais ce qui est juste scandaleux, c'est qu'on n'est pas négocié dès le départ comme ça. Je ne crois pas qu'en tout cas dans le contrat, il n'est pas dit. On avait par contre à l'inverse des pénalités si on ne facilitait pas la vie du promoteur. Mais je ne crois pas qu'il est prévu que, comment dire, pour l'utilisation, l'usage du domaine public, il y ait une indemnisation qui soit versée. Non, mais c'est aberrant parce que nous, quand on est à niveau, il faut faire. On fait 1 kilomètre de plus. Ici, c'est ça. Mais la réponse c'est non, il n'y a pas de contrepartie qui est prévue à l'usage exclusif du domaine public par le promoteur. C'est bien. Oui.
Moi, je voulais revenir, on parlait d'éducation tout à l'heure sur les écoles. Les écoles ont une trentaine d'années, voire 30 et quelques. Il y a des commissions de sécurité qui passent régulièrement dans les écoles et il se passe que les enfants, les élèves sortent très très vite, et tant mieux, parce que c'est du payron. Et il faut savoir que c'est un matériau qui brûle très très facilement, et en quelques minutes, s'il y a l'accident ou le feu dans ces bâtiments-là, ça peut aller très très vite. C'est une structure métallique, alors je ne vous dis pas, ça peut aller très très vite. Donc les enfants qui ont vite pour sortir, c'est très bien, ils sont habitués à le faire. Et donc ma question, ça serait, en prévision, parce que je sais que c'est un chantier, les écoles, mais est-ce qu'il y a, bon, j'ai entendu parler de la mairie tout à l'heure, qui va certainement avoir un budget, est-ce qu'il peut y avoir des budgets déplacés justement pour les écoles? Alors, en bas, c'est moins pénible parce que ça a été refait, mais est-ce que pour les écoles, et encore? Moi, je crois qu'en fait, en matière on va avoir un problème en bas, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en pense, avec tout ce qui va sortir de terre, on est aujourd'hui, quand je dis à saturation, on est vraiment à saturation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir leurs enfants en plus. Il y a 2 classes qui ont été prises sur la maternelle. Mais voilà, on a déjà. Et qu'aujourd'hui, on bidouille de partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement déjà aujourd'hui des classes d'élémentaire qui sont transférées dans les locaux de la maternelle. Donc, je vous laisse imaginer la cohabitation. Donc, en fait, aujourd'hui, si on doit réfléchir en termes de priorité, j'entends ce que vous dites sur l'école du haut, mais la priorité immédiate, je dirais même la priorité de cette année, en septembre, ça va être de trouver une solution pour le bas de Creux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution, on a des enfants, ou alors effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, ou alors on renvoie les enfants sur le Il y a une fermeture de classe là-haut, on peut la réouvrir. Mais le problème, c'est que les 2 gros programmes sont en bas de Creux. Les 2 gros programmes immobiliers sont en bas, donc géographiquement, les enfants vont être affectés au bas de Creux. Mais au moins, là-haut, il y a un problème de salubrité alors et de après, sécurité. l'affectation scolaire, c'est un sujet, la carte scolaire, quand on est saturé, on peut affecter ailleurs. Mais je rappellerai que la mairie a donné des chiffres un peu farfelus sur la rentrée scolaire 2019, où ils avaient prévu moins d'élèves, alors qu'effectivement, il y en a eu plus que prévu, et eux en avaient prévu moins. Donc forcément, ça donne lieu à la réquisition d'une classe sur la maternelle, parce qu'on a un peu bidouillé les chiffres, où on a voulu leur faire dire ce qu'on voulait leur faire dire. Mais je vous le dis très clairement, la et en CM2, en bas, ils sont 32 par classe. Voilà, 32 par classe. C'est la même chose là-haut. Mais je crois qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont arriver vont certainement venir à l'école du haut. Donc ça va certainement nous permettre de rouvrir des classes. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution de confort. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on habite près du Victor Hugo, que donc on est à 60 mètres de l'école, que de l'emmener à l'autre bout de la ville parce qu'on n'a pas pensé les choses. C'est quand même scandaleux sur le fond. Sur le fond, oui, mais sur la forme, on n'a pas le choix. Mais je pense que sur la durée, on va devoir réfléchir une solution viable qui priorise aujourd'hui l'investissement sur le scolaire et notamment sur les écoles. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les outils adaptés à notre capacité d'accueil, clairement. Donc, je crois qu'en termes d'investissement, ce sera la première priorité du prochain mandat. Pardon. Sur les nouveaux acquéreurs, accessoires, locatifs ou accession à la propriété, est-ce qu'il y a connaissance de la composition des familles? Savoir à peu près le nombre d'enfants susceptibles, je dis bien, d'être scolarisés. Alors, comment dire, les quelques logements qui sont en cours de production là, ceux qui sont en bas qui sont tellement au niveau des fondations que ne se pose pas encore la question de savoir comment effectivement ils vont pouvoir peupler entre guillemets ces logements. Par contre, sur les 55 logements de la résidence, je ne sais pas comment elle s'appelle,
Ah, Innocent, il y a aussi ça. Oui, parce qu'il va y avoir des enfants quand même. C'est bon. Il a traité. Approximativement, un certain nombre d'enfants qui ne vont pas aller à l'école. Ce quelque chose a été fait, on va se retrouver tout d'un coup. Le souci sur ce programme, comme sur l'autre, celui qui a été livré, en fait, 55 logements sur la République, c'est qu'aujourd'hui, là, on sait qu'on a 50 qui sont en vente, 20 qui sont en location. On sait qu'en location, on a plutôt des petits logements. Et en location sociale, on a plutôt des petits logements. Par contre, sur la vente, on a des grands logements, et effectivement, souvent, sur les grands logements, on a des familles. Mais là, à dire qu'aujourd'hui, puisque ce n'est pas livré, on ne connaît pas la composition. Mais ce que l'on sait, c'est que ces logements vont venir effectivement à une explosion. Et vous voyez, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de la sororité. Mais en fait, en réalité, c'est encore plus révoltant. Vous achetez un appartement dans le programme Innocent. Vous êtes entre deux écoles. Et votre enfant, vous êtes même à l'autre bout de la ville. Vous imaginez les gens, ils pourraient vivre. Les gens, ils vont aller voir la mer, c'est sûr. Mais vous voyez le scandale que ça va faire. Ça s'est fait il y a quelques années déjà. Non, mais ceux, il y a quelques années, c'était ceux du petit Crône, effectivement, ils sont retrouvés dans l'école bio, mais ceux du petit Crône, ils sont au bas de l'hôpital. Ah non, ma voisine d'en face, je suis sur la rue de Brest, la voisine d'en face m'a dit que ses filles se sont retrouvées dans d'autres places. Parce qu'elle venait d'acheter, c'est ça? Non, elle est arrivée en location et... Mais là, vous imaginez, vous achetez un appartement entre deux écoles et votre enfant, il se retrouve à 3 km. Les gens vont avoir mal à comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va revenir sur les logements. On a la chance d'avoir les abeilles. Nous avons la chance d'avoir les abeilles en octobre, donc l'agriculture biologique. On parle de biologie, c'est très intéressant d'avoir aussi peut-être des connexions avec les écoles. Et des bruits courts, qu'il y aurait des projets peut-être même, voire même de supprimer ces jardins pour des constructions. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a vraiment des projets sérieux à ce sujet, à votre connaissance, ou ce serait quand même agréable de voir conserver? Ce que je peux dire, c'est que ce terrain, il appartient à l'État. Il a été racheté par Grand Paris Aménagement, et que l'État en est propriétaire, donc, ce faisant. Et qu'on est dans une situation où, vous savez, en fait, on a deux hypothèses. Quand on est dans une ville normale, qui respecte ses obligations générales, on est maître de son foncier. Quand on est dans une ville qui ne respecte pas ses obligations, notamment en matière de logements sociaux, l'État peut prendre la main sur le maire et construire à votre place. Il peut vous imposer, effectivement, mais c'est ce qui se passe aussi sur les stations comment ça s'appelle, du Grand Paris, vous savez, les stations puisque l'État prend la main et décide d'aménager, etc. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit maître de notre destin. Il faut que, et je le dis parce qu'on va avoir produit la 168 logements sociaux, il faudra qu'on fasse le point pour savoir où on en est, mais moi, je crois qu'on peut arriver aujourd'hui, je reviens à ce que je vous disais, à requalifier toute la bande qui est sur l'avenue de la République, c'est de ces bâtiments insalubres, etc., pour pouvoir avoir du logement social dans l'existant. Et pas détruire, faire des tours. Ça, il faut qu'on arrête ça. Faire du collectif, il faut qu'on arrête. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un programme de requalification de l'existant, on doit pouvoir donner des garanties à l'État pour qu'il ne prenne pas la main et que finalement, sur le Haut-de-Crône, on puisse préserver et même, conforter l'action des abeilles maraîchères, parce que nous, dans notre programme, on a besoin d'un opérateur de l'économie sociale et solidaire qui fait du bio, qui fait de la réinsertion, qui préserve nos espaces verts. Et je crois que pour nous,
ça peut être un outil formidable de notre politique écologique. En tout cas, nous, à Kronen-Aventour, on y croit beaucoup. Et on a déjà discuté avec eux, on est allé les voir assez régulièrement, parce qu'on pense que, je vous disais tout à l'heure, sur la question du stationnement, etc. Vous savez, les vélos électriques, c'est un truc qui coûte très très cher. Donc, par exemple, on s'était dit que finalement, les abeilles pourraient être notre opérateur de location de vélos électriques, d'entretien, comme ça on fait de la réinsertion, etc. Et donc finalement, plutôt que d'acheter un vélo à 1200, 2400 €, etc., on doit pouvoir aller auprès des abeilles pour que finalement on loue notre vélo, on entretienne. Je dis ça parce que moi je ne rêve pas que pour la population, je rêve aussi pour les services municipaux. Et si demain je suis maire, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir beaucoup d'agents municipaux qui vont se promener en vélo. Plutôt que de prendre des voitures, vous avez vu, on a changé tout le parc de voitures. C'est l'inégalité, mais l'hiver. Oui, mais ils sont déjà en train de se geler sur les dans un rythme. J'ai pas tous les jours. Le vélo, je sais, mais on peut aussi marcher, on peut aussi, voilà, comment dire, il y a des solutions, il y a des solutions. Ce que je note, c'est qu'on avait un engagement dans le programme du maire d'aller vers des véhicules électriques. Je ne suis pas sur la véhicule électrique, je ne crois pas. Je crois même qu'on n'en a pas un seul. Donc en fait, je reviens à ce que je vous disais. Non, je ne vous disais pas, mais je vous le dis. En 2015, on a fortement augmenté les impôts. On a donc généré du cash flow dans les comptes de la commune. Du cash flow parce que, comme en plus le maire n'arrivait pas à dépenser, parce qu'il avait des idées, mais après, il faut les concrétiser, il faut monter des marchés, etc., etc. Bref, il avait beaucoup d'argent. Bon, à cette époque-là, il s'est dit, on va changer les voitures. Et il a acheté les voitures à essence. Le maire écologique. Il a acheté les voitures à essence. Aujourd'hui, on a des voitures quasi neuves. Et finalement, l'opportunité, à cette époque, où on avait du cash, on aurait pu acheter moins de véhicules, parce que c'est vrai que les véhicules électriques, c'est plus cher. Mais on aurait pu repenser la vie, de ce point de vue-là, avoir plus de véhicules électriques. Et cette option-là, on l'a pas pris. C'est dommage. Je le dis parce que, pour ceux qui ont lu la lettre numéro 3, on parle des cartes d'essence. Ça aurait été sympa. On parle des économies. Moi j'ai une question sur la communauté d'Avelot. Maire de Crosne en mars prochain, vous aurez de facto une vice-présidence au sein de la communauté d'Avelot. C'est un peu l'usage. C'est un peu l'usage. Et aujourd'hui, le maire sortant ne communique pas beaucoup sur ce qu'il y fait à cette communauté d'Avelot. Il en parle à chaque fois qu'on lui fait l'interview, il dit je suis vice-président. Voilà. Il est vice-président. À la culture. Donc ma question c'est... En tout cas, il en parle. Je peux intervenir là-dessus. Il dit pas ce qu'il fait, mais il dit qu'il est. Je peux intervenir là-dessus, non, simplement. Moi, j'ai été pendant 3 ans et demi maire adjoint au sport. Ouais. Chez mon collègue Jean-Gilles Gisca qui était pendant... Moi, j'étais donc pendant 3 ans et demi adjoint au maire au sport. D'accord. Jean-Gilles Gisca qui a démissionné il y a quelque temps a été adjoint à la culture. Ouais. D'accord. Donc, il a été adjoint à la culture, il était adjoint au sport au niveau de l'aglo. On n'a jamais su en fin de compte ce qu'il faisait. Ouais. On n'a jamais eu le moindre rapport, on n'a jamais le moindre résumé. Donc, voilà. Je synthétise. Jean-Pierre Lebras, adjoint. Pour tous les spectacles. Comment? Il distribue des entrées gratuites pour tous les spectacles. Oui, alors tout ça. Oui, à certaines personnes. Oui, à certaines personnes. Pas à tous les trois. Mais ce que je disais, c'est que Jean-Pierre Lebras, donc, qui a été adjoint au maire pendant un certain nombre d'années. 3 ans et demi. Adjoint à la culture, n'ont jamais su ce que faisait le vice-président de la culture. On n'a jamais eu un échange. On n'a jamais eu un échange de mails entre nous. Ma question, c'était en fait comment vous voyez, quelle est votre vision à vous de la communauté d'Avelot, pardon, quel rôle vous entendez jouer. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a
comment dire, des enjeux entre, d'une part, le Grand Paris et d'autre part la communauté d'Aglo. Et comment finalement tout ça peut s'articuler, enfin la vision qui est la vôtre, dans votre métier, y compris la connaissance que vous avez des enjeux, notamment sur la mobilité, en Ile-de-France, on en a parlé tout à l'heure pour notre ville. On sait également, et vous l'avez rappelé, qu'une partie de la taxe d'habitation va dans les contributions foncières des entreprises. Ma question c'est comment vous voyez les choses, quelle est votre analyse, votre stratégie et quel est le rôle que vous avez. Moi, je vais vous redire mon point de vue que j'ai longuement expliqué au conseil municipal. Moi, je pense qu'on aurait tout à gagner à rentrer dans la métropole du Grand Paris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les projets stratégiques et structurants, ils sont sur la métropole du Grand Paris. On sait que tous les crédits vont là-bas. On va avoir dans peu de temps un téléphérique. Le pôle d'emploi dont on dépend, c'est le pôle d'emploi de Créteil. Donc en fait, la majeure partie des gens aujourd'hui de Crône, soit ils vont travailler à Paris, soit ils vont dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui, la logique veut ça. La logique opérationnelle de la vie quotidienne de chaque Crônois. Hein? Quand on nous dit on va tourner les regards vers Évry, aujourd'hui, très peu le font. Très peu le font. Et donc aujourd'hui, tous les projets structurants de l'Île-de-France sont centrés sur la première couronne. Et que, au moment où on avait le choix, puisque vous savez qu'on fait partie des villes, des quelques villes, bon, il y en a quelques-unes, mais des quelques villes qui touchent la métropole du Grand Paris, dans son périmètre actuel, et qu'on avait, à un moment donné, l'opportunité de rejoindre la métropole du Grand Paris. Beaucoup l'ont fait, y compris en Essonne, puisqu'il y a toutes. Il y a combien? Il me semble qu'il y a 5-6 villes qui ont choisi de se rapprocher, ils ont récupéré le tramway, etc. Atis-Mons notamment, mais aussi toutes les villes qui descendent comme ça. Il y a toute une bande qui est donc là. Et ils ont fait ce choix-là, et finalement ils en ont bénéficié, parce que finalement les investissements de l'État ont pu être rencontrés et leur permettre d'avoir accès à ces modes de transport, à ces services nouveaux. Le développement économique, on sait bien qu'effectivement, il va y avoir des choses qui vont se passer sur le secteur Valenton, etc. Et aujourd'hui, tout le développement il va se faire par là, alors que nous, qui sommes une ville où on fait plutôt du développement économique, parce qu'il faut le dire, il y a 6 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, on était le poumon financier du Val d'Hier. C'est-à-dire que notre zone industrielle, elle fournissait l'essentiel du budget de la communauté d'agglomération. Et donc, on est rentré aujourd'hui dans un truc Val d'Hier, Val de Seine, pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas glorieuses. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde est vice-président. Tous les maires sont vice-présidents. Et ça nous coûte cher. Voilà la raison, peu glorieuse à mon sens, d'un choix de l'entre-soi. Et ce n'est pas le choix que moi je formais. Parce que moi, alors avec le risque qu'on ne soit pas représenté, ou qu'on n'ait qu'un seul représentant dans ce gros mastodonte qu'est la métropole du Grand Paris, et qu'on n'ait qu'une voix. Donc potentiellement pas de vice-présidence. Mais l'intérêt des Crônois, il était où? Il était de se tourner vers l'emploi, il était de se tourner vers les transports. Et nous, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de rester entre copains, qui sont un peu bouffés de nez pendant quand même 6 ans, mais on a choisi de rester entre copains. Et que chacun se distribue une vice-présidence. Moi, je trouve que c'est pas glorieux comme choix. Je trouve que c'est pas glorieux. Donc moi, si j'avais eu le choix, on serait peut-être dans la métropole du Grand Paris, on aurait peut-être une station du téléphérique qui desservirait Crône à Limeil-Bréval, et que finalement, on pourrait plus facilement avoir accès aux transports en commun, au métro, etc., sans qu'on ait une ligne de bus qui passe toutes les demi-heures pour aller à Créteil. Ça, c'est un point noir. C'est un point noir. Tous les gens vont aller au téléphérique. Oui, mais... Ils vont traverser tout Crône à chaque fois. C'est certain. Et si on avait une autre station à nous à Crône, on aurait pu aussi, avec des lignes de bus, etc., on aurait pu faire en sorte que nous, Crônois, on puisse plus facilement utiliser les transports en commun avec une fréquence
pour aller vers Créteil, plus important. Aujourd'hui, clairement, moi j'ai travaillé 6 ans à Créteil, je prenais ma voiture et je mettais, pour faire 5 km, je mettais 45 minutes. Ma femme, elle travaille aujourd'hui à Villeneuve-Saint-Georges, donc elle fait 1 km. Elle met 30 minutes. Il faut prendre le vélo électrique. Exactement. Parce que je m'évertue à lui dire, si tu arrives à la convaincre, je compte sur toi, Frédéric. Il y a moyen. Moi, je passe mon temps à lui dire, prends un vélo. Même à pied. On va prendre 2 questions et après on arrête. 2 questions et après on arrête. Tu as parlé tout à l'heure de... Parce qu'après, sinon, on va rater la galette, on va rater le terrain écologique. Mais quel est le projet du maire actuellement sur ce terrain? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il voulait mettre l'école en face de boulanger et à la place de l'école, mettre des immeubles. Malheureusement, je ne peux pas répondre. Du béton. Parce que je ne suis pas dans la tête des maires. Et que si les adjoints ils étaient au courant, je le saurais peut-être, parce que j'ai des adjoints qui m'informent des fois de ce qui se passe. Et je dis ça, je ne dis pas que ceux qui ont démissionné, je dis même des gens, des adjoints de la majorité, qui me disent les intentions du maire. Mais je crois que ce genre de projet, en général, c'est un peu comme quand en 2013, on parlait de la réforme des rythmes éducatifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, la position très claire du maire sortant. Vous vous rappelez? Non. Là, je pense que personne ne le savait, enfin. C'est parce que personne ne le savait. Et je pense que ce genre de démarche, personne ne le sait, parce que si effectivement vous le saviez, peut-être vous seriez un peu plus remonté, et que peut-être vous ne voteriez pas pour lui. Non, mais c'est le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de positions qui sont peut-être un peu comment dire, choquantes, ce genre de positions qui sont choquantes, il ne vous le dira pas avant que, effectivement, l'élection soit possible. Ce que l'on peut dire sur cette question, et de façon fondée, c'est-à-dire pas des paroles comme ça, des couloirs, des redits, des racontards, c'est-à-dire à partir d'éléments tangibles, vérifiables. C'est que Vinci, le groupe Vinci, qui intervient sur Rhône plusieurs titres, a vendu cette idée effectivement au maire de construire des immeubles à l'emplacement du groupe scolaire et de déplacer le groupe scolaire en face avec une déchetterie, etc. Mais comme c'est quelque chose d'assez perturbant, et comme cette idée a été vendue à une date très proche des élections municipales, on peut comprendre que le maire soit un petit peu hésitant. Mais c'est vrai que cette idée-là, je dirais, a été étudiée. Voilà, il y a un dossier, voilà. Je ne vais pas dire qu'il y a un projet, je ne vais pas vous dire qu'il y a un projet, mais il y a une idée qui est en train peut-être de prospérer, je dirais, à l'ombre, en attendant que le jour s'éveille, mais malheureusement, le jour qui va s'éveiller n'est peut-être pas celui que l'on croit. Ce que je peux dire juste pour info, c'est qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses sur le devenir de Crône en allant sur le site de l'architecte qui était chargé des projets. Ce qui est quand même juste hallucinant en fait. C'est-à-dire que l'architecte, comme il est très content d'avoir fait des belles études pour la ville de Crône, eh ben, il les met sur son site internet. Et on découvre, et on explique au maire qu'il va y avoir 350 logements en bas de l'hôpital, mais il nous explique non, pas du tout. Et si on va sur le site de l'architecte, il a mis en avant les études qu'il a réalisées pour le compte de la mairie. C'est quand même juste hallucinant. Et le maire lui dit non, non, c'est pas vrai, comment dire, vous projetez très loin, c'est pas du tout dans les tuyaux, sauf que quand on va sur le site, il y a marqué le nombre de logements, il y a les plans, tout est en place. Donc c'est juste hallucinant, cette démocratie-là, où le maire, finalement, il discute avec ses experts, avec ses, ses lobbyistes, finalement, et puis les Crônois, et ben on leur fait un joli tour de passe-passe, on leur explique que non. Même quand on fait des dossiers de déclaration d'utilité publique, où on indique le sens, parce que normalement on est obligé d'indiquer à l'État pourquoi on fait une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire quel est le sens du projet, le développement économique,
logement, équipement public. Normalement, c'est ça hein, le sens d'une déclaration. Donc on doit mettre des éléments quand même. On dit pas, je vais faire un truc, mais c'est pas sûr. En général, il faut un peu fonder les choses. On met le dossier, il y a tous les 350 logements, et puis quand on dit, monsieur le maire, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Non, mais c'est pas. Il s'est trompé, l'expert, il s'est trompé. Moi, je voulais rappeler quand même que ça représenterait quand même un certain danger pour les enfants s'il fallait que l'école soit de l'autre côté de la route. Pour C'est une aberration. C'est une aberration. Une aberration, tous les enfants qui vont traverser, il y a Jean-Pierre, s'il vous plaît. Et ce sera la dernière question. Alors, d'accord. Une et après on arrête. Parce que sinon, la galère, ça a été. Jean-Pierre. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait un besoin de logements sociaux parce qu'on avait un déficit de logements sociaux. À Crosne, en mon réserve principale, il y a 3600 logements. D'accord? C'est-à-dire que s'il faut qu'on arrive à 25%, il en faut 900 des logements sociaux. Pour l'instant, il y en a 525 et il y a plus les 21 d'en bas. Ça fait 550. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec les 150 qui vont être construits en bas au 10 avenue de la République, on va arriver à 700. C'est-à-dire qu'il y aura un déficit de 200. Voilà. Sur ces 200, il y a des projets. Oui. Alors, je ne sais pas, tu me parles effectivement de la réhabilitation des petits immeubles qui sont en face. Voilà. Requalification. De requalification. Ouais. Moi, je sais pas, je livre un projet comme ça, je t'en ai déjà parlé, je livre à l'Assemblée. Alors attends, je vais juste répéter, parce que pour le coup, pour aller au compte, il faut avoir tous les comptes. Oui. On va avoir normalement un EHPAD qui va sortir de terre, qui est en travaux, 89 chambres, ça fait 89 logements. Oui. D'accord. On va avoir en centre-ville normalement mais la question si on faisait un projet, on va avoir 30 on ne fait pas baisser le pourcentage. Donc, déjà on a 110, 120, on fait 400 logements. pour aller à 200. 150 logements. La question de l'EHPAD, la question de l'EHPAD, c'était une très bonne chose, l'EHPAD. Moi, en fin de compte, dans le cadre d'un programme, un projet, ce que j'aurais aimé, ce qui en fin de compte, ça serait gagnant-gagnant sur plusieurs points, ça serait en fin de compte d'avoir un projet d'EHPAD style seigneurial, d'accord. De l'autre côté, un projet Erasmus pour des étudiants. Un projet mixte. Et au milieu, une espèce de salle commune, d'accord. On parle toujours d'intergénération, etc. Ça serait intergénérationnel, d'accord. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette salle commune, elle serait polyvalente. Elle permettrait en fin de compte d'avoir le soir des spectacles pour les personnes âgées, ou peut-être pour les jeunes, et en fin de compte, une salle de lecture, ou une salle de jeu, etc. Et en fin de compte, ça serait, parce que bien souvent, on emmène des jeunes dans des maisons de retraite pour en fin de compte faire plaisir aux personnes âgées. Les personnes âgées, ça leur fait plaisir de voir des jeunes. Et là, en fin de compte, on serait dans une structure qui permettrait de répondre aux besoins de la ville. Et en plus, l'autre avantage de tout ça, ça serait, on a besoin en fin de compte de place dans les écoles, on a besoin de place dans les crèches. Là, il n'y en aurait pas besoin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au niveau des personnes âgées, elles ne vont pas faire d'enfants. Et les projets des étudiants Erasmus, ils ne vont pas faire d'enfants tout de suite, d'accord? Bon. Et en fin de compte, ça sera des petites structures, des petites unités, et en moins de 2, en fin de compte, on répond aux besoins de logements sociaux dont tu as besoin. Ouais. Je pense qu'effectivement, en fait, je reviens sur le projet de l'ancien maire, de l'actuel maire. Mais il est pas... Non mais... Le projet, pour revenir, le projet avec l'EHPAD qui a commencé, il est assez ambitieux. Ouais. Voilà, c'est tout. En fait, l'idée de Michael Dagnassi, c'était quand même, effectivement, d'être un peu opportuniste. Et c'est comme ça qu'il nous l'avait vendu en 2013. De se dire qu'effectivement, par cette catégorisation d'un centre de production, du type résidence étudiante ou effectivement établissement pour personnes âgées, on pouvait répondre à l'obligation en termes de logements sociaux. Puisque c'est reconnu par la loi. On a fait quoi? On aurait pu faire une résidence étudiante, par exemple, ce que font certaines villes à côté, à Valenton, ils ont profité du métro, etc. Ils ont fait des grandes résidences étudiantes. Voilà, c'est une bonne idée. Et non, c'est quoi? Je le dis parce que... Et en plus, un établissement de seigneurial, ça serait très bien, puisqu'en plus, il y a l'hôpital juste au-dessus. Ouais. Donc, en fin de compte, c'est... En fin de compte, le site se prête tout à fait pour ce genre de projet.
2 secondes alors. Oui, oui. Juste, le maire effectivement dit qu'il a permis à la ville de réduire sa dette par rapport à l'insuffisance de logements sociaux. Néanmoins, il faut juste quand même rappeler, alors il va dire pendant la campagne qu'il a permis de construire 168 logements sociaux. Quand dans le même temps, il permet d'en construire 400 privés, évidemment, le pourcentage de logements sociaux ne baissera pas. Et il suffira toujours de dire qu'il y a eu 400 logements privés ou 300 logements privés en même temps, et que forcément, on n'arrivera pas à faire baisser pour autant les queues. Moi, je pense qu'il faut stopper tous les collectifs. Moi, je pense qu'il faut stopper tous les collectifs privés. Tant qu'on n'a pas réglé. Exactement. Tant qu'on n'a pas réglé notre problème de déficit de taux. Et qu'effectivement, on peut avoir des démarches. Moi, je le dis parce que je l'ai défendu très fortement au conseil municipal. On a besoin d'avoir une taxe d'aménagement qui soit dissuasive. C'est-à-dire qu'ils disent aux promoteurs, on ne veut pas de collectif à Crony. On ne veut pas de collectif à Crony. Oui. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, on est passé de 5 à 8%. Et quand je disais au maire, c'est pas assez ambitieux. Si on veut les dissuader, il faut monter à 20 au maximum. Comme ça, ils ont 2 options. Soit ils payent, et on fait nos écoles, et on fait nos crèches, et on fait nos routes. Soit ils ne payent pas. On achète des vélos. Soit ils ne veulent pas payer, et ils vont voir ailleurs. Moi, c'est ma position. Et c'est pas le choix du maire. Lui, il a dit, ah non, 8% parce qu'il ne faut pas que ce soit trop dissuasif, sinon ils vont arrêter de venir à Crony. Moi, je ne préfère pas les voir. Aujourd'hui, la ville telle qu'on l'aime, c'est pas... Il a 10 000 habitants, alors on est supérieur à 10 000. Monsieur. Pour moi, ma question va être, c'est pas une question, c'est plus une intervention. Je viens d'arriver à Crône, je connais bien la région, j'y habite depuis peu. Je lis énormément les blogs, je m'intéresse beaucoup à la politique. J'ai lu attentivement ce que vous avez produit, votre équipe et vous-même. J'ai trouvé des choses très amusantes, comme la rue de Remontrue qui avait été mal refaite, et que, effectivement, pour les handicapés, c'était une horreur. Sauf que les pentes pour handicapés, quand on construit quelque chose, par rapport au trottoir, évidemment, sont bien plus infimes que les pentes de la rue de Remontrue. Donc, même si ce que vous dites est vrai, j'ai trouvé ça, en termes politiques, un petit peu léger, un petit peu facile, un petit peu rigolo. Voilà. Pas pour les handicapés, évidemment, que je respecte beaucoup, mais en tout cas dans la façon de faire. Donc ma question était, la ville de Crône fait plus de 9000 habitants, donc vous allez devoir, vous et votre équipe, donner une étiquette politique. Premièrement, je la connais cette étiquette, que j'ai un peu fouillée avant de venir, évidemment. Elle n'est marquée nulle part. Quand on regarde vos tracts et ceux de M. Damiati, ils sont bleus et verts tous les deux, interchangeables. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune, il y a du bleu et du vert. C'est quand même, tout ça est très étrange. Troisièmement, il y a quand même en ce moment un mouvement social très important. Je ne dis pas qu'il est bien ou pas bien, peu importe, c'est pas le sujet. Un mouvement social très important. Je souhaiterais savoir, par rapport à la loi sur le handicap qui a été cassée par des gouvernements successifs et celui actuel n'a rien fait pour la contrer, la taxe d'habitation qui va être supprimée, le fait que les mairies vont avoir l'obligation de financer, même si on leur a promis que l'État allait leur redonner l'argent derrière, le fait d'obliger, je finis, les enfants de 3 à 6 ans, obligation maternelle pour l'école privée, qui veut dire que s'il n'y a pas d'école privée à Crône, il y a quand même la loi Carle qui s'applique et qui veut dire que si des enfants de Crône vont dans une école privée entre 3 et 6 ans à Montgeron, ils seraient obligés de payer, même si l'État s'est engagé à rembourser, etc., etc. Quelles sont vos positions, monsieur, politiques, nationales, par rapport à tous ces sujets, parce que j'aimerais bien les connaître, moi, ça m'intéresse. Alors, comment dire, oui, on a peut-être effectivement en commun le bleu et le vert. Le vert parce que je pense que aujourd'hui, on a tous conscience, c'est la mode. Non, c'est pas une question de mode. Je ne crois pas que ce soit que la mode. On a tous conscience qu'il y a un enjeu écologique et qu'aujourd'hui, l'ignorance... La COP21 a été sabrée, tout ça vous le savez mieux que nous, tout a été foutu en l'air. Mais si, vous le savez très bien. Donc comment vous allez faire, vous, sur Crône, petite commune de plus de 9000 habitants,
pour pouvoir appliquer tout votre programme sans tenir compte de politique nationale, départementale. Vous avez compris ma question? Oui, tout à fait, j'ai compris votre question. Je crois qu'aujourd'hui, on doit, à notre petit niveau, parce qu'en fait, vous avez deux questions en fait. Une question qui est plutôt de politique politicienne, non nationale. Mais en tout cas, pour moi, de politique politicienne. Et une autre qui est plutôt de l'ordre de comment on fait aujourd'hui. Vous avez été investi par un mouvement politique national. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez le laisser répondre? Je laisse répondre. Donc en gros, pour moi, il y a deux sujets, effectivement. Pour moi, il y a un sujet qui est de l'ordre de la politique politicienne, je le dis comme je le pense, et un autre qui est de l'ordre de la politique locale. Dans l'équipe qu'on a avec nous aujourd'hui, je peux vous dire, on a énormément de personnes qui sont sans étiquette. Énormément. Et je vous montrerai si vous voulez, et vous verrez de toute façon ce sera publié, puisque maintenant vous savez que chacun qui se positionne sur une liste doit afficher son étiquette. S'il en a une, ou sinon il met sans étiquette. Aujourd'hui, l'essentiel de la composition de la liste est fait de citoyens sans étiquette. À ma grande surprise. Je vous le dis, parce que moi, je suis un centriste, historique, modèle, UDI. Aujourd'hui, j'ai été investi par En Marche, j'ai été soutenu par le MoDem, je vais certainement être soutenu par des partis de gauche et d'autres partis de droite. Oui, clairement, je l'assume. Par contre, je le dis, mon concurrent, sans étiquette, et je le dis parce que moi, mon engagement, il est local. Il a toujours été local, il restera toujours local. Si je puis me permettre. Je termine. Je termine. Mon concurrent, donc, il est arrivé maire sans étiquette, soutenu par Debout la France. D'accord? Personne n'en doute. Il a été candidat au cantonal avec les Républicains. Il a été candidat au sénatorial avec une liste UDI. Vous voyez? Donc, moi, je suis assez clair, on va dire, sur autant. Moi, je suis un centriste, je le dis, je l'assume, très clairement, personnellement. Et je suis la tête de liste. Mais aujourd'hui, vous savez qu'on ne fait pas une liste avec juste l'étiquette de la tête de liste. Moi, mon équipe, elle est composée de gens qui sont au PS, pour certains, qu'ils se revendiquent ou pas, qui sont à droite, plutôt, on va dire, je le dis parce que notre liste, c'est une liste de progressistes. Donc nous, on ne fait pas d'alliance, je le dis, mais si, on ne fait pas d'alliance avec, comment dire, les partis extrémistes, clairement. On ne fait pas d'alliance avec des gens qui se revendiquent des idéologies qu'on ne porte pas. Nous, on a nos valeurs, on a une base programmatique qui a été élaborée, on a réussi, et j'ai réussi, et c'était, comment dire, pas simple, je vous le dis, honnêtement, à réunir des gens qui, au départ, n'ont pas la même idéologie au sens d'un clivage droite-gauche. Et en tant que centriste, je m'en félicite, parce que moi je ne crois pas justement à ce clivage qui, à mon avis, est totalement dépassé. Le président de la République aujourd'hui, il démontre dans ses actions qu'il y a un centre d'initiative. Vous voyez, c'était quand j'ai entendu voilà, c'était dans l'interview qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Radio Orient, je ne sais pas si vous avez eu le privilège de l'entendre, du maire qui disait il n'y a pas de trottoir de droite, il n'y a pas de trottoir de gauche, etc. Bon, après, quand on fait des trottoirs de droite ou pas de gauche, si derrière c'est des gens qui sont d'extrême droite qui décident, oui, les trottoirs ne sont pas de droite, ne sont pas de gauche. Mais moi, ce que je crois, c'est que dans les politiques qu'on mène, dans ce que l'on affiche, soit on est sincère dans ce qu'on fait. Je parle d'écologie, je parle d'éducation, je parle de solidarité. Vous voyez, soit on est sincère dans ce qu'on fait, et on peut se qualifier comme étant quelqu'un de progressiste. Et là, je ne fais pas de la langue de bois, ni de la politique politicienne. Moi, les étiquettes, personnellement, moi, je vous le dis, dans notre équipe, on a des gens de gauche, on a des gens de droite, on a des gens du centre. Alors après, derrière, est-ce qu'il faut faire un choix? Est-ce que moi, je dois faire un choix pour dire à tous ceux qui sont avec moi, eh ben nous, on va à droite, ou nous, on va à gauche? Je le dis parce qu'on a eu ça à une époque, un maire qui disait, on va tous au PS, allez hop, tout le monde au PS. On va tous à parti de gauche, allez hop, tout le monde au parti de gauche. Moi, c'est pas ma philosophie. Donc moi, la politique politicienne,
la politique nationale. Je le dis parce que je suis aussi fonctionnaire de l'État. Et j'ai du mal à comprendre tous ces maires qui sont tout le temps en train de taper sur l'État, alors que moi je vois les faits au quotidien dans mon travail, et qui sont toujours en train de dire eh ben non, l'État n'en fait pas assez, il faut ci, il faut ça, il faut plus de responsabilité à l'État, il faut qu'on ait plus d'argent, et puis en même temps on voit ce que les maires ils font avec l'argent que l'État leur donne, que les contribuables leur donnent. Moi je suis partisan d'une gestion saine, et quand je vois le déficit de l'État, quand je vois le déficit des collectivités, je suis effaré. Donc on peut toujours pleurer en disant oui, il faut que l'État donne plus, etc. Je n'y crois pas. Je crois qu'à un moment donné, on doit faire appel à l'intelligence collective. On doit arriver à un moment donné à trouver des solutions sans pour autant aller pleurer tout le temps des crédits supplémentaires, parce qu'on a des solutions. Je le dis parce que Michel Berson, il a initié dans cette ville un truc qui s'appelle le Carnaval populaire de Rhône. C'était une manifestation exceptionnelle, où les gens s'engageaient tous. C'était pas une question d'argent, c'était pas une question de droite ou de gauche. Et aujourd'hui, notre projet, c'est de refaire ça. C'est de refaire. On était de gauche à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un projet qui est de l'ordre de la création du lien social, c'est ce que le maire dit aussi. L'esprit village, c'est quoi l'esprit village? C'est ça l'esprit village. C'est qu'à un moment donné, on est capable de faire preuve de solidarité les uns à l'égard des autres, on est capable de créer un environnement qui nous satisfasse tous, sans aller tout le temps aller pleurer parce qu'on n'a pas assez de moyens pour faire ci ou pour faire ça. Et aujourd'hui, moi ce que je regrette, c'est qu'on a des professionnels de la politique, et je le dis parce que moi c'est pas mon plan de carrière personnellement. On a des professionnels de la politique qui passent d'un parti à un autre en permanence, qui changent d'idéologie tout le temps pour faire avancer leur carrière, et qui sont tout le temps en train de taper sur l'État parce que ça fait bien, parce que c'est pas de leur faute, c'est la faute de l'État. Et moi je crois qu'on doit pouvoir trouver des solutions à notre niveau. Et donc il y a des sujets qui nous regardent concrètement, pratiquement, dans notre quotidien, et puis il y a des sujets, effectivement on n'aura pas la prise là-dessus. Mais le rôle d'un maire, c'est d'appliquer aussi. C'est de faire ce qu'il peut dans un environnement qui évolue tout le temps. Moi, demain, je ne sais pas de quelle couleur politique sera le président de la République, mais je ferai ce que l'État, donc le gouvernement, décide, parce que je n'aurai pas le choix. Après, le choix que moi j'ai, je vous le dis tranquillement, mon choix, c'est de ne pas mentir. Parce que aller raconter qu'à cause de la baisse des dotations de l'État, on doit augmenter les impôts de façon très importante. 15% d'abattement à la base, 2-3% sur les taux. Hein, ce qui fait qu'on a une augmentation d'impôts qui va, pour les personnes les plus aisées, de à peu près 17%, puisque vous l'avez lu, vous le savez. Et pour les personnes les moins aisées, de plus 35%. Voilà. C'est ça les choix que le maire a fait. Et ça, c'était ce choix. Et après, derrière, de découvrir, quand on vote le compte administratif, c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas voté le compte administratif parce que justement, je ne voulais pas cet effet-là. De découvrir qu'on a des excédents budgétaires. Vous voyez, moi, mon choix, c'est celui de la vérité. Et donc, aller raconter que c'est la faute de l'État si on augmente les impôts alors que ce n'est pas vrai, c'est pas mon choix. Et ça, je vous le dis, moi, mon choix, c'est celui du bon sens pratique, de la concertation avec des gens issus de la confrontation, même, de gens issus de la droite, de la gauche et du centre. Et donc, notre étiquette, finalement, elle intéresse, elle nous intéresse, fortement, mais elle n'intéresse pas beaucoup de monde. À Crône, dans une ville de 10 000 habitants, ça a très peu de sens. Après, derrière, je ne suis pas sponsorisé par Nicolas Dupont-Aignan, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas sponsorisé par Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis tout de suite. Moi, je tendance du Dupont-Aignan. Voilà. Juste pour rebondir en 2 secondes, pour ne pas priver les gens de galette, ma question était très simple et vous l'avez très bien comprise.
dichotomie entre une politique communale de gauche ou de centre-gauche, peu importe, de centre-droit, d'accord, j'entends, personne ne vous a dit que vous étiez malhonnête, surtout pas moi, je ne m'y connais pas, et point, je me pose des questions. Et en même temps, investi, vous auriez pu rester sans étiquette, vous êtes investi par un parti, soutenu par quelqu'un qui a soutenu notre président, M. Garçon ici présent, donc à partir de là, j'ai juste besoin de savoir, moi, si tant est qu'à un moment donné, je me pose la question dans le bulletin de vote, s'il n'y a pas d'autre offre que la vôtre et celle de M. Damiani, de me dire, bon, pourquoi pas. Mais le pourquoi pas, c'est quelle est votre façon de voir les choses au plan national, puisque vous avez une étiquette politique actuelle, et votre... J'ai entendu, mais je veux bien qu'on me répète, vous savez, ça monte. Donc, et monsieur n'a pas répondu. Moi, je vais vous dire honnêtement, Et vous dites qu'on est dans l'humain, on n'est pas dans la politique, on est dans l'humain et la politique est humaine au sens grec du terme, mais vous le savez très bien. Oui, la cité. La question vous l'avez bien connu. moi, je vous dis à titre personnel, c'est qu'il y a un grand nombre d'initiatives que prend le président de la République qui me conviennent tout à fait bien. Moi, J'ai bien compris. Après, c'est pour ça pour que gérer la ville, le sujet ne se pose pas. Mais bien sûr que si, monsieur le ministre, bien sûr que si. La misère sociale, elle existe, et vous la verrez tous les jours au CCAS. Il faudra bien Et donc, si les dotations d'État baissent, si, etc., vous avez compris, je ne vais pas refaire le problème. Pour pas importuner. Ça devrait durer Si 2 ans. effectivement tout ça diminue et ça baisse, comme on entend faire, même avec la meilleure politique locale possible, vous ferez pour gérer tout ça. Vous serez bien embêté. Donc, je vais conclure. C'était ça ma question. Et donc, je vais conclure. Donc, un maire de Bout la France, par exemple, ou un maire de la France Insoumise, qui serait donc à la manœuvre, aujourd'hui, quelle marge de manœuvre il aurait de la même façon? Pas plus que la vôtre. Il irait manifester, etc. Mais ça ne changerait rien. Pas plus que la vôtre. Ça ne changerait rien au fond. Et il n'empêche que c'est à vous que je pose la question. J'entends. Mais moi, je vous dis que l'on soit aujourd'hui, à mon sens, quand on est maire, donc on doit assumer ses responsabilités, on doit aujourd'hui faire face à notre quotidien, à notre réalité, qu'on a en main, plutôt que, moi, je n'irai pas, je vous le dis tranquillement, je n'irai pas, comme font certains, donner des cartons rouges à des trains qui arrivent en retard, au motif que ça fait le buzz. C'est pas bon.